Donc si le boson de l'interaction a une masse égale à 0, donc je peux envoyer le ballon vers l'infini, c'est-à-dire deux particules donc, peuvent interagir à travers donc, la distance de l'interaction, la portée de l'interaction sera infinie tout simplement lorsque le boson médiateur, le boson échangé dans l'interaction est de masse égale à 0. Donc il existe dans la nature 4 interactions fondamentales. Donc je commence par la première, donc vous connaissez tous l'interaction électromagnétique. L'interaction électromagnétique, c'est une unification entre l'interaction électrique et l'interaction magnétique. La théorie électromagnétique développée par Maxwell. Donc cette interaction est peut-être répulsive ou bien attractive lorsque par exemple je rapproche deux charges de même signe. Donc ces deux charges se repoussent. Donc, au lieu que l'interaction est répulsive. Si je rapproche deux charges de signes opposés, donc ils vont s'attirer, donc l'interaction sera attractive. Donc cette interaction agit sur toutes les particules qui ont une charge, et la portée de l'interaction est infinie. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi la portée de l'interaction est infinie? Tout d'abord, donc si je vous donne le boson échangé au cours d'une interaction électromagnétique, c'est le photon en fait. Donc deux particules qui ont une charge interagissent à travers l'échange d'un boson qui est le photon. Donc pourquoi la portée de l'interaction électromagnétique est infinie? Tout simplement, tout à l'heure on a dit que pour lancer le ballon vers l'infini, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la masse du ballon soit égale à 0. Donc deux particules qui ont deux charges opposées donc peuvent interagir même à une distance infinie. D'accord? Donc tout simplement parce que le photon a une masse égale à 0. Donc l'origine, l'interaction électromagnétique est à l'origine de tous les phénomènes électriques et magnétiques. Donc l'interaction électromagnétique, vous connaissez tous comment écrire la relation, par exemple les décanètres de deux particules chargées. Donc l'interaction entre ces particules s'écrit sous quelle forme? La force, c'est la force de Coulomb. C'est la forme une constante fois Q1 Q2 sur la distance au carré. D'accord? Donc vous voyez que cette distance, donc si je regarde le comportement de cette fonction en fonction de la distance, c'est une courbe qui descend vers 0. Donc cette courbe va vers 0, mais donc même si j'augmente le d, donc elle tend vers 0 mais n'atteint jamais la valeur 0. La deuxième interaction, c'est l'interaction faible. Donc cette interaction faible est à l'origine de la radioactivité bêta. Donc un petit mot sur la radioactivité bêta. Dans la nature, il y a trois types de rayonnement ou de radioactivité. La radioactivité alpha, la radioactivité bêta et la radioactivité gamma. On peut dire radioactivité ou bien désintégration, ça revient tout de même en fait. D'accord? Dans la désintégration alpha, il y a une émission d'une particule alpha. Donc j'ai donné tout à l'heure la définition de la particule alpha. C'est une particule composée de deux protons et de deux neutrons. Dans la radioactivité bêta, il y a tout d'abord il y a deux types de rayonnement bêta. Il y a les intégrations bêta plus et les intégrations bêta moins. Donc dans les intégrations bêta moins, il y a une émission d'un électron. Par contre, dans les intégrations bêta plus, il y a une émission d'un positron ou bien d'un positron. Donc c'est la même chose. Donc, et je reviens à l'interaction faible. Cette interaction, elle est responsable, elle est l'origine de cette radioactivité qui est la radioactivité bêta. Donc elle est également responsable de la désintégration des neutrons, des muons et des pions. Les muons, tout à l'heure, je rappelle, le muon, c'est un lepton. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y a trois leptons chargés, l'électron, le muon et le taux. D'accord? Donc le muon qui a une charge négative, c'est un lepton. Par contre, le muon, le mu+, qui a une charge positive, c'est un anti-lepton. C'est l'antiparticule du muon, tout simplement. Les pions, ce sont des hadrons. Je rappelle tout à l'heure, on a dit pour les hadrons, il y a deux sous glace. Les hadrons, on peut les classer soit en baryons, soit en mésons. Donc les baryons sont constitués de 3 quarks, alors que les mésons sont constitués d'un quark et d'un anti-quark. Le pion, ici, c'est un hadron Holt et c'est un baryon parce qu'il est composé c'est l'association de 3 quarks. La portée de l'interaction faible est très faible, elle est de l'ordre de 10-18 mètres, et cette interaction, elle est véhiculée par les bosons, par 3 bosons. Le boson Z0, qui a une charge égale
égale à 0, le boson W+, qui a une charge égale plus 1, et le boson W-, qui a une charge égale à moins 1. Maintenant, qui peut me dire pourquoi la portée de cette interaction est assez faible? Donc la portée de l'interaction est de l'ordre 10-18 mètres. Non, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que c'est pas une charge. On a dit tout à l'heure, pour pouvoir lancer le ballon vers l'infini, il faut que la masse soit faible. D'accord? Donc l'unité inverse. Donc pour que la portée soit faible, il faut augmenter la taille du ballon, tout simplement. D'accord? Donc ces bosons sont des particules très massives. Donc le boson Z0, il a une masse de l'ordre de 80 GeV, et le boson W+ et W-, ils ont une masse de l'ordre de 90 GeV. Donc ce sont des particules très massives, et du coup donc la portée de l'interaction est très faible. Je passe maintenant à l'avant-dernière interaction. Donc il y a 4 interactions. Maintenant j'ai cité 2 interactions, il nous reste 2. Donc l'interaction forte, donc elle est responsable des collisions des nucléons et des noyaux. En fait, je rappelle tout à l'heure, donc un noyau composé, c'est l'association de protons et de neutrons. Maintenant, le neutron, on a dit qu'il a une charge électrique égale à 0. Par contre, le proton, il a une charge électrique positive. Maintenant, si on essaye de regrouper ces protons et neutrons à l'intérieur d'un noyau, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les protons qui ont une charge électrique positive, donc je rapproche deux protons de même charge, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une répulsion coulombienne. Cette répulsion coulombienne va essayer de faire sortir ces protons, donc elle va essayer de pousser les électrons à l'extérieur du noyau. Donc maintenant, pour former le noyau, donc on sait que le noyau, c'est une entité qui existe, c'est-à-dire on peut maintenir 2 protons et 2 neutrons à l'intérieur, par exemple, d'un noyau pour former la particule alpha. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appliquer une force qui a une intensité plus grande que la répulsion coulombienne. Et cette force, c'est la force forte. C'est la force forte qui permet de lier les protons et les neutrons à l'intérieur du noyau. Et c'est cette force également qui va permettre la liaison des quarks à l'intérieur des protons et des neutrons. Donc la portée de l'interaction est faible, l'intensité de cette force augmente avec la distance. À chaque fois, par exemple, si je prends 2 quarks et on essaye de les séparer. Donc chaque fois que je fais éloigner ces 2 quarks, donc l'intensité de l'interaction forte va augmenter. Donc, et cette force, elle est véhiculée par 8 gluons. Donc le boson médiateur de l'interaction, c'est-à-dire lorsque 2 quarks interagissent à travers l'interaction forte, ils vont échanger un de ces 8 gluons. Donc gluon, en fait, c'est un mot grec c'est-à-dire collé en fait. Glou, c'est collé. Je reviens maintenant à l'interaction gravitationnelle. Donc l'interaction gravitationnelle, c'est une interaction qui est responsable de la pesanteur, elle est responsable de la marée, ainsi que des phénomènes astrophysiques. Donc cette interaction est véhiculée par un boson qui s'appelle le graviton. Donc ce graviton, il a un spin égal à 2, donc c'est une particule qui a une charge égale à 0, et la masse de ce graviton est égale à 0 parce que la portée de l'interaction gravitationnelle est infinie. Donc pareil comme tout à l'heure, donc si vous écrivez la force de gravitation entre 2 corps, entre 2 objets, donc cette force s'écrit sous la forme le produit des masses divisé par la distance au carré. Donc pareil, donc cette force, elle tend vers 0 lorsque d augmente, mais donc elle sera toujours différente de 0. Donc la portée de l'interaction, elle est infinie. Donc cette force et l'intensité de cette interaction ou force est très faible à l'échelle des particules. Donc, parce que les particules ont une masse faible. Donc si on veut par exemple calculer l'interaction, l'intensité de la force gravitationnelle par rapport par exemple à la force électrique, donc elle sera négligeable par rapport à la force électrique et par rapport à la force forte. Donc maintenant, j'ai passé à la définition du modèle standard. Donc ce modèle standard, c'est un modèle théorique basé sur la relativité et
sur la mécanique quantique qui englobe toutes les particules et les interactions. Donc ce modèle théorique, il permet d'expliquer donc les particules que je viens de citer ainsi que leurs interactions. Donc un problème majeur dans le problème standard, c'est le problème des masses des particules. Donc les physiciens qui ont essayé de développer ce modèle donc au début des années 70, donc qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de faire une unification des 4 interactions. Comme Maxwell, donc je reviens à l'interaction électromagnétique. Maxwell, ce qu'il a fait, il a fait l'unification, c'est-à-dire il a rassemblé la force électrique et la force magnétique dans une seule force qui s'appelle la force électromagnétique. D'accord? Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire les physiciens de particules au début des années 70. Donc ils ont essayé de faire une unification des 4 forces fondamentales: l'interaction électromagnétique, l'interaction faible, l'interaction forte et gravitationnelle. Donc ils ont mis en place une théorie qui a regroupé l'interaction faible et l'interaction électromagnétique en une seule interaction qui s'appelle l'interaction électrofaible. Mais le problème de cette théorie, c'est que lorsqu'il essaie de calculer la masse des particules, il trouve la masse égale à 0. Donc un remède à ce problème, qui a été proposé par X en 1960 et deux physiciens belges, c'est qu'ils ont postulé l'existence d'une particule qui s'appelle le boson de Higgs. Cette particule va interagir avec les particules du modèle standard et qui va permettre de donner la masse à ces particules. Bon, je ne sais pas si j'étais clair, mais bon, je peux par exemple vous donner un petit exemple. En fait, essayons de voir par exemple, prenons deux hommes, un maigre et un gros, qui vont monter dans un bus plein. Donc ils vont essayer de passer de la porte derrière vers la porte de devant. D'accord? Donc en fait, le maigre, donc, comme il est maigre, donc il va faire des zigzags, il va se trouver rapidement près de la porte de devant. Par contre, le gros, donc qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il avance? Il va pousser les gens, donc il n'arrivera pas facilement vers la porte devant. En plus, lorsqu'il arrive à la porte devant, il va faire plein de dégâts pour qu'il arrive à la porte de devant. En fait, on peut voir le boson de Higgs comme étant les gens qui se trouvent dans le bus. Par contre, le maigre et le gros, ce sont les deux particules. La particule qui a une taille plus petite, donc va interagir moins avec le boson de Higgs, et donc elle va avoir